Bonjour, je m'appelle Caroline Doré, je suis aide pédagogique individuelle, plus communément appelée API, au Cégep à l'Assomption. Tous les étudiants au collégial ont accès à une API selon le programme dans lequel ils se trouvent. Un API, c'est une personne qui t'accompagne dans ton cheminement scolaire, qui peut t'aider à le planifier et que tu peux venir rencontrer pour poser toutes tes questions concernant tes cours, ton horaire, un changement de programme ou toute autre inquiétude que tu pourrais avoir par rapport à ton cheminement. Mon rôle d'API dans ta vie au collégial, c'est de t'accompagner vers ton objectif de diplomation. Généralement, au mois de juin, nous, les API et les membres de la direction, on invite tous les nouveaux admis au collégial à une rencontre d'information. Dans le contexte actuel, malheureusement, c'est impossible. Cependant, les API et les membres de la direction du Cégep à l'Assomption trouvaient très important de t'accueillir, de te rassurer en te transmettant toute l'information qu'on jugeait importante pour s'assurer que tu démarres en douceur et en confiance ta session au collégial. Je suis API pour certains volets de sciences humaines, tremplin DEC, techniques de comptabilité de gestion et techniques de services financiers et d'assurance. Je vous présente mes autres collègues API et surtout, je vous souhaite une belle rentrée au collégial. Au plaisir de vous rencontrer. Bonjour à vous, futurs étudiants du Cégep de l'Assomption. Mon nom est Marie-Josée Carenfel. Je suis aide pédagogique individuelle pour les programmes techniques en archives médicales, orthèse visuelle, design d'intérieur, techniques d'éducation à l'enfance et techniques juridiques. Je suis également conseillère d'orientation, donc mon rôle à titre de conseillère d'orientation, c'est de vous accompagner et de vous guider dans la réflexion sur votre avenir professionnel et de vous aider à faire un choix éclairé. Donc, plus concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je suis là pour vous aider à clarifier vos intérêts, vos capacités, vos aspirations professionnelles, donc apprendre à mieux vous connaître. Je suis là aussi pour vous aider à explorer les professions qui pourraient vous intéresser, vous guider aussi au niveau de l'information scolaire et professionnelle. Je suis là aussi pour vous aider à prendre des décisions et vous soutenir dans les inquiétudes que vous pourriez avoir en lien avec votre choix de carrière. Finalement, je suis là pour vous aider à bâtir un projet d'études, un projet de carrière, un plan d'action et un plan B. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Benoît Brousseau qui va poursuivre la présentation avec vous et j'en profite pour vous souhaiter bienvenue dans notre beau cégep. Bonne présentation! Bonjour à tous. À mon tour de me présenter et de vous dire que je suis bien attristé de ne pas pouvoir le faire en personne cette année. Alors, mon nom est Benoît Brousseau. Je suis également aide pédagogique individuelle pour les programmes Sciences de la nature, Sciences humaines, profil administration, arts, lettres et communication, ainsi que techniques d'intégration multimédia. Je pense, Caroline, vous avez quand même assez bien décrit quelle était la nature de nos fonctions en tant qu'aide pédagogique. Moi, ici, au Cégep de l'Assomption, je suis également conseiller en information scolaire et professionnelle. C'est-à-dire que je suis la personne qui est là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir en lien avec la poursuite de vos études à l'université. Je vous donne quelques exemples concrets. Vous aimeriez connaître la différence entre deux professions qui vous apparaissent à la base plutôt similaires. Vous pouvez venir me consulter pour ce genre de raisons. Vous voulez savoir quelle formation ça prend pour exercer une profession en particulier, dans quelle université ça se donne. Vous n'avez pas les notes et la quota requise pour être admis dans le programme qui vous intéresse le plus à l'université. Vous voulez savoir quelle stratégie que vous pourriez adopter pour éventuellement atteindre votre objectif ou quelles pourraient être les options de rechange intéressantes pour vous. Et encore une fois, je suis la personne qui est là pour répondre à vos questions. Alors voilà en gros. Sur ce, nous allons passer dès maintenant à la présentation. Nous tenions tout d'abord à vous parler de ce que l'on appelle communément dans les cégeps le passage secondaire collégial, c'est-à-dire des principales différences entre les études des niveaux secondaires et les études des niveaux collégials, en termes d'organisation, de gestion du temps, d'horaire, de rythme des études. Tout d'abord, il nous apparaissait de rappeler que l'école au Québec, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, les études des niveaux secondaires, jusqu'à 16 ans, on n'a pas vraiment le choix. On pourrait dire que le diplôme d'études secondaires est en quelque sorte une scolarité de base au Québec. Alors qu'une fois arrivé au cégep, alors qu'étudier au cégep, ça devient un véritable choix. Ce qui m'apparaissait important de dire par rapport à ce premier point, c'est qu'on remarque très souvent qu'il y a beaucoup d'étudiants
qui viennent étudier au cégep parce qu'ils se laissent un peu porter par la vague, pour faire un peu comme tout le monde, si je peux dire. Et en faisant ça, les étudiants se mettent dans une situation un peu, disons, peut-être un peu plus à risque sur le plan de la réussite scolaire. Dans un monde idéal, le choix du programme au cégep de l'étudiant devrait toujours être lié le plus possible à ses objectifs scolaires et professionnels futurs. À défaut de quoi, il risque d'avoir un impact sur la motivation de l'élève et sur sa réussite au cégep. Alors, pour les étudiants qui ne savent pas trop quoi faire plus tard dans la vie, je pense qu'il serait important d'aller consulter un conseiller ou une conseillère d'orientation dès maintenant. C'est sûr que là, ce n'est pas simple de rencontrer les personnes avec la crise actuelle. Ou, à la limite, à leur arrivée à notre collège, il y a des conseillers d'orientation qui sont mis à la disposition des élèves. Deuxièmement, au secondaire, les élèves bénéficient d'un encadrement très serré. On dit souvent qu'ils se font tenir un peu par la main. Alors qu'au cégep, pour avoir accès, lorsqu'un étudiant éprouve des difficultés, souvent, l'intervenant va aller directement vers lui. Alors qu'au cégep, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs ressources qui sont mises à la disposition des étudiants. Les aides pédagogiques individuelles en ce qui a trait pour des questions liées au cheminement, l'inscription au cours, pour des situations difficiles sur le plan personnel. Là, les étudiants peuvent venir nous consulter également. Des conseillers d'orientation pour les étudiants qui ne savent pas trop dans quelle voie se diriger plus tard. On a même des services en relation d'aide. Donc, on pourrait dire, on a une psychothérapeute au cégep, on a des travailleurs sociaux. On a aussi une conseillère en service adapté qui est là pour offrir un soutien aux étudiants qui éprouvent certains troubles de l'apprentissage. Donc, bref, beaucoup de services. Mais à la différence du secondaire, ça doit venir un peu de l'étudiant. C'est l'étudiant qui doit aller vers les personnes. Plutôt que ce soit les personnes qui identifient les étudiants. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas du tout au cégep, mais d'emblée, la démarche doit être initiée par l'étudiant. Donc, une différence quand même assez importante à ce niveau-là aussi. Ensuite, les cours au secondaire, ça va quand même assez vite. C'est des cours d'1 heure et quart tout au plus. Alors qu'au cégep, généralement, un cours, c'est au moins 2 heures. Et certains cours durent même 3 heures, parfois même 4, dépendamment des programmes d'études. Alors, évidemment, ça n'implique pas le même... l'étudiant est appelé à devoir se concentrer sur une période de temps peut-être un peu plus longue. Les professeurs essaient de varier les contenus théoriques avec les exercices plus pratiques, mais il y a tout de même une différence relativement significative à ce niveau-là entre le secondaire et le cégep. Ensuite, au secondaire, une année, c'est quand même assez long. Ça dure presque toute l'année, finalement, tout près de 10 mois. Alors qu'au cégep, une année scolaire est divisée en 2 sessions d'études, ou si vous préférez, en 2 semestres. Donc, une session d'automne et une session d'hiver. Donc, des sessions qui durent 15 semaines, 3 mois et demi. En fait, pour être plus précis, je devrais peut-être plus dire 16, si on compte, parce qu'à la toute fin, il y a une 16e semaine qu'on appelle la semaine des examens. Donc, session d'automne qui va de la dernière semaine du mois d'août pour se terminer autour du 20 décembre, et une session d'hiver qui va de la dernière semaine du mois de janvier pour se terminer à la toute fin du mois de mai. Donc, ça va vite, une session au cégep. Ce qui est important à dire par rapport à... D'où l'intérêt d'effectuer les lectures et les exercices qui sont prescrits par les professeurs dès le début de la session. Les étudiants, parfois, les premières semaines, premières, 2, 3, 4 premières semaines, ne sont peut-être pas très à leur affaire, ne font pas tous les travaux, les exercices, les lectures qu'ils ont à faire. Et quand vient le moment pour se préparer pour l'examen, à la 7e, 6e, 7e ou 8e semaine, là, ça devient parfois plus difficile de rattraper le retard. Même principe en ce qui a trait aux remises de travaux de fin de session. Il n'est pas rare au cégep qu'il y ait un gros travail de fin de session à faire, à remettre. Un travail de longue haleine, là, de peut-être 10, 12, parfois même 15 pages. Donc, c'est sûr que d'essayer de tout faire ça, la veille de la remise, en une nuit, ça peut s'avérer parfois un peu difficile. Donc, tout intérêt d'essayer d'échelonner le programme, le travail, tout au long de la session, donc d'en faire un petit peu à chaque semaine, dès le début de la session. Au secondaire, au niveau de l'horaire, c'est un petit peu comme un emploi de bureau, c'est 8 à 4 ou 9 à 5, donc c'est pendant toute la journée. Au cégep, c'est très différent. Il y a ce qu'on appelle des trous dans l'horaire. D'ailleurs, je vais aller directement à la prochaine diapo pour vous donner un exemple de ce que peut avoir l'air un horaire au cégep. Alors donc, lorsque les étudiants reçoivent leur horaire,
ils ont parfois l'impression qu'ils vont avoir beaucoup de temps libre au cégep. Mais cette impression de liberté est un peu trompeuse, hein, parce que, comme je le disais, dès le début de la session, il y a des travaux, des exercices et des lectures à faire. Donc, dans un monde idéal, ces espèces de trous dans l'horaire devraient être utilisés pour, justement, compléter les lectures et les différents exercices qu'il y a à faire, qui sont demandés par vos différents professeurs dans vos différents cours. Si on revient au tableau, ça va faire un lien avec ce que je viens de dire par rapport à l'horaire. Hein. On dit qu'au secondaire, la charge de travail à la maison est plutôt faible. Hein. Le gros du travail se fait à l'école. Alors qu'au cégep, c'est plutôt le contraire. Et je vous dirais que plus vous allez avancer dans vos études, c'est peut-être encore plus vrai pour l'université, le plus gros du travail se fait à la maison. Donc, encore une fois, d'où l'intérêt, encore une fois, de ne pas se prendre trop à la dernière minute et d'utiliser les espèces de trous dans l'horaire pour compléter les exercices, travaux, lectures, rattachés aux différents cours. L'essentiel du travail se fait en classe, on en parlait tout à l'heure. Pour compléter à ce sujet, on va aller voir tout de suite la prochaine diapositive. Ici, en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris une grille de cours d'un de nos programmes d'études. Celui-là, c'est Sciences de la nature. On a pris, en fait, une portion de la grille de cours. En fait, ce que l'on voit à l'écran, c'est les cours de la première session en Sciences de la nature. Alors, vous avez accès à cette grille de cours-là. Vous pouvez vous la procurer au cégep. Elles sont disponibles également sur le site Internet de notre collège. Alors, vous avez dans l'ordre, là, si vous regardez sur le sens de la verticale, les colonnes, là, vous avez le numéro du cours, le titre du cours. Et à la fin de chaque ligne, il y a une série de chiffres. Je vais attirer votre attention sur, disons, on va prendre le français, sur le deuxième juste ici. Donc, écriture et littérature, qui est le premier cours de français. Et je vais attirer votre attention sur les trois premiers chiffres, 2, 2 et 3. Donc, cette séquence de trois chiffres, c'est ce qu'on appelle la pondération du cours. C'est ce qui vous permet, au fond, d'évaluer la charge de travail que représente chacun de vos cours. En fait, ces chiffres représentent le nombre d'heures qui doivent être consacrées pour le cours à chaque semaine. Là, vous allez me dire pour quelle raison on l'a divisé, on a mis, il y a trois chiffres. Hein? Plutôt, on aurait pu dire 2 plus 2, ça fait 4, plus 3, ça fait 7. On aurait pu indiquer seulement 7. Bien, c'est tout simplement qu'on fait une distinction entre les heures qui sont passées au cégep et les heures de travail à la maison. Donc, les deux premiers chiffres représentent le nombre d'heures passées au cégep à chaque semaine pour le cours. Et le troisième chiffre représente le nombre d'heures de travail que représente le cours à chaque semaine en travail à la maison. Donc, les deux premiers chiffres, je viens de le mentionner, c'est le nombre d'heures passées au cégep. Ça veut donc dire que le premier cours de français, c'est un cours de 4 heures par semaine au cégep. Là, encore une fois, la raison pour laquelle on n'a pas indiqué 4, c'est qu'on veut faire une distinction entre les heures de cours théoriques et les heures de cours pratiques. Donc, sur les 4 heures de cours par semaine, pour le cours de français, il y aurait 2 heures de théorie et 2 heures de pratique. La pratique, ça pourrait être, par exemple, du temps qui est alloué aux étudiants pour leur dissertation, pour leur rédaction, ou pour effectuer des exercices en français. Dans le cas d'un cours de sciences, en physique ou en chimie, bien, les heures pratiques, ça pourrait être, par exemple, les laboratoires. Donc, premier chiffre, heure de cours théorique. Deuxième chiffre, heure de cours pratique. Et le troisième chiffre, comme je le disais tout à l'heure, c'est le nombre d'heures de travail à la maison. Encore une fois, on parle de nombre d'heures par semaine. C'est un nombre d'heures hebdomadaire. Bon, évidemment, c'est un peu, je crois, utopique de croire, parce que là, si vous faites le calcul, là, si vous prenez le nombre d'heures qui doit être consacré en travail à la maison pour chacun des cours et vous faites l'addition de tous les cours, juste en travail à la maison, on est à 18 heures par semaine, plus les 26 heures de cours au cégep. Dans le fond, ce qu'on tente de démontrer ici, c'est que finalement, étudier à temps plein au cégep, c'est un peu un emploi à temps plein. En même temps, par rapport au nombre d'heures de travail à la maison, je ne voudrais pas quand même faire trop peur aux étudiants. C'est un ordre de grandeur. Je pense qu'il est peut-être un peu utopique de croire que chaque étudiant, pour chacun de leurs cours, passe 3 heures de travail par semaine à la maison. Mais disons que ça serait ça dans un monde idéal. On va dire ça comme ça. Mais c'est pour vous donner quand même une petite idée de la charge de travail que peut représenter chacun de vos cours.
si on revient à notre tableau, bon, dernier point qu'on n'avait pas encore abordé, on dit ici qu'en cas d'échec, dans le cas du secondaire, en cas d'échec, une reprise efface l'échec. Lorsque vous échouez un cours au secondaire, disons que vous avez échoué votre histoire de secondaire 4, vous reprenez votre histoire de secondaire 4 en secondaire 5, vous le réussissez très bien en secondaire 5, bien, c'est la meilleure des deux notes qui va être utilisée. Donc, la note obtenue en secondaire 5 va remplacer, dans l'exemple que je viens de donner, la note que vous aviez obtenue pour le cours pour le même cours en secondaire 4. Au cégep, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, un cours échoué, même s'il est repris et qu'il est bien réussi la deuxième fois, ça n'efface malheureusement pas le premier résultat obtenu pour le cours. Alors ça, c'est important de le mentionner parce qu'une fois que vous avez obtenu un échec, bien, ça vous suit dans votre parcours. Vous ne pouvez pas dire « Ah, ben, c'est pas grave, je recommence, je refais tout, puis ça ne comptera pas de toute façon. » Malheureusement, tout compte au cégep. Donc, d'où l'intérêt, je pense, de vous consacrer sérieusement à vos études dès votre première session, dès votre arrivée au cégep. Voilà un peu pour ce qui est du passage secondaire collégial. Ici, bon, rapidement, on voulait vous parler un petit peu de la structure des programmes au cégep, c'est-à-dire vous expliquer un petit peu comment sont construits les différents programmes au cégep. Relativement simple, au fond, on pourrait dire que pour tous les programmes, il y a toujours deux principaux blocs de cours. Donc, vous avez d'une part les cours de la formation générale, ce que les étudiants appellent communément les cours de base, et d'autre part les cours de la formation spécifique, qui sont plutôt les cours propres au programme que vous avez choisi. Donc, je commence par les cours de formation générale. Encore une fois, je le répète, la plupart des étudiants les appellent les cours de base. On parle essentiellement de 4 disciplines, les cours de français ou de littérature, parce que dans le cas du cégep, c'est aussi des cours de littérature, les cours de philosophie, d'éducation physique et d'anglais. Donc, il y a 4 cours de français à faire, 3 cours de philosophie, 3 cours d'éducation physique et 2 cours d'anglais. Vous le voyez très bien présentement à l'écran. Puis parmi les cours de formation générale, on retrouve également 2 cours que l'on appelle complémentaires. C'est la dernière ligne, là, juste ici. Les cours complémentaires qui sont en fait des cours au choix, c'est ce que les étudiants appellent communément parfois les cours d'option. Donc, des cours au choix qui, par définition, ne doivent pas être liés au domaine d'études du programme dans lequel ils sont inscrits. Je vous donne un exemple. Un étudiant qui serait inscrit en sciences de la nature, bien, ces cours complémentaires, ça pourrait être à peu près n'importe quoi, finalement, sauf des cours rattachés à des disciplines du domaine des sciences. Tu sais, ça ne pourrait pas être des mathématiques, de la chimie, de la physique ou de la biologie, parce que des cours de ces matières-là, il y en a déjà dans son programme. Donc, il faut que ça soit vraiment à l'extérieur du domaine d'études du programme dans lequel l'élève est inscrit. À titre d'exemple, à l'Assomption, on a quand même un bon choix. On a des cours de langue en anglais, en espagnol, italien. Espagnol, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas donné, par contre, mais italien. Un cours sur la gestion du stress, on a un cours sur les finances personnelles, un cours d'introduction au domaine du droit, on a des cours plus artistiques aussi, dessin, histoire du cinéma, bref, quand même assez varié comme offre de cours. Donc, il y en a 2 à faire. Donc, ce qui nous donne un grand total pour les cours de la formation générale de 14 cours. Si vous faites le calcul, 4 français plus 3 philo, ça donne 7, plus 3 cours d'éducation physique, ça donne 10, plus 2 cours d'anglais, 12, et les 2 cours complémentaires, 14. Donc, 14 cours de base. Et parallèlement, on retrouve également les cours de formation spécifique. Je le disais tout à l'heure, là, il s'agit des cours propres au programme que vous avez choisi. Comme par exemple, quelqu'un qui serait inscrit en sciences de la nature, bien, les cours de formation spécifique, ce sont les cours de mathématiques, chimie, physique, biologie. Quelqu'un qui serait en sciences humaines, ce serait plutôt les cours de sciences humaines. Psychologie, sociologie, histoire, sciences politiques, anthropologie, économie. Quelqu'un qui serait en technique de design d'intérieur, bien, ce serait ses cours de design, en dessin assisté par ordinateur, en architecture, en style, en couleur, en éclairage. Bon, vous aurez compris le principe. Alors voilà pour la structure des programmes. Un petit mot sur le travail rémunéré. On sait que la très grande majorité des cégepiens occupent un emploi rémunéré. Là, on est dans le 85% et plus là, en 2020. On dit souvent 10, 12, 15 heures par semaine, parfois même plus de 20 heures dans le cas de certains étudiants. Évidemment, la question qui se pose ici, c'est que est-ce que le travail nuit aux études? Hein? C'est la question que l'on veut aborder avec cette diapo. Je vous dirais que
tout est une question de dosage. Le travail rémunéré n'est pas mauvais en soi. Hein. Les étudiants, je pense que ça vous permet de développer différents types de compétences que vous ne développeriez peut-être pas autant dans le cadre de vos cours au cégep. Hein, au niveau des habiletés de communication avec les collègues de travail, développer un sens des responsabilités, du leadership dans certains cas. Hein, les plus anciens dans leur milieu de travail, bien souvent, sont appelés à former les nouveaux. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher dans le travail rémunéré. Puis, je pense que c'est normal à 17, 18, 19 ans d'avoir un peu d'argent de poste pour nos dépenses un peu plus personnelles. Je pense que c'est plutôt une question de dosage dans ce cas-ci. Les principales études révèlent qu'à partir de 15 heures semaine, le travail rémunéré pourrait avoir un impact négatif sur la réussite de l'élève au cégep. Et là, je vous dirais qu'il y a une zone grise. Des études plus récentes démontrent qu'il y aurait une espèce de zone grise entre 15 et 20 heures. Vous savez, il y a des étudiants qui réussissent peut-être naturellement mieux à l'école que d'autres, qui n'ont pas nécessairement besoin du même nombre d'études, du même nombre d'heures d'études, pardon, pour atteindre tout de même de très bons résultats. Alors là, je vous dirais qu'il y a une partie que ça dépend un petit peu de l'étudiant et de ses aptitudes sur le plan académique. Mais je vous dirais qu'à partir de 20 heures, ça commence à être pas mal systématique. Nous, parfois, on reçoit des étudiants là, dans nos bureaux qui obtiennent un très grand nombre d'échecs à la même session, puis on commence à les questionner pour se rendre compte, ben oui, mais là, je travaillais 30 heures, 35 heures semaine, tout ça, parfois même dans un bar de nuit. Là. Donc, c'est bien évident qu'il y a des contextes qui se prêtent peut-être moins bien que d'autres à la poursuite des études. Mais je vous dirais qu'un 10-12 heures semaine, 15 tout au plus, peut-être pas tant dramatique. Ce qu'on leur recommande très souvent aux étudiants, c'est de peut-être réduire le nombre d'heures de travail en première session, se donner une chance, voir de quelle façon les choses vont se dérouler au cégep, comment va se passer leur première session. Puis si vous réussissez très bien en première session, ben, peut-être qu'à ce moment-là, pour les sessions subséquentes, vous pourrez envisager la possibilité de peut-être augmenter le nombre d'heures de travail. Un petit mot sur la cotère. Je vais aller très rapidement parce que c'est un sujet quand même un peu complexe. Ce qui m'apparaît important de dire, ce qui est important pour vous de savoir pour le moment, c'est que la fameuse cotère, en fait, c'est l'outil qui est utilisé dans les cégeps pour évaluer le niveau de rendement sur le plan académique des étudiants. Donc, de déterminer est-ce que c'est un bon dossier, un dossier moyen ou un dossier très fort en ce qui a trait aux résultats académiques. Et c'est également l'instrument, c'est la fameuse cote qui est utilisée par les universités pour départager les candidatures dans un contexte de contingentement. C'est-à-dire lorsque le nombre de demandes dépasse le nombre de places disponibles pour un programme à l'université, que l'université doit malheureusement refuser un certain nombre d'étudiants, bien là, dans 99% des cas, c'est la cotère qui va finir par faire la différence. Alors, ici, vous avez une espèce d'échelle pour vous. C'est sûr que là, ça ne vous dit pas grand-chose parce que vous n'êtes pas encore au cégep, là. Mais disons qu'une cotère en dessous de 20, c'est plutôt faible. On parle d'étudiants qui ont eu beaucoup d'échecs au cégep. Entre 20 et 22, on est plutôt moyen. La grande majorité des étudiants vont se situer entre 23 et 26. On pourrait élargir l'échelle à 22, entre 22 et 26. Là. Ça, je vous dirais que c'est la grande majorité. À partir de 27, on commence à parler d'une très, très bonne cotère. 30 et plus, c'est excellent. Et 33 et plus, là, on est plus dans l'exceptionnel. Là, on parle des doctorats de premier cycle dans le domaine des sciences de la santé à l'université, là, comme la médecine. On est plus rendu dans ces eaux-là. Essentiellement, la cotère tient compte de deux principaux facteurs. La position d'élève dans son groupe, donc autrement dit, sa note par rapport à la moyenne du groupe. C'est plus complexe que ça, mais maintenant, il y a une question de code Z au travers de tout ça, mais pour faire simple, je vais le dire comme ça. Et ça tient également compte de la force du groupe dans lequel il est inscrit. Vous pourrez toujours, je sais que pour les gens qui sont en sciences de la nature, notamment, c'est parfois une priorité plus importante. Pour d'autres étudiants de d'autres programmes aussi, vous pourrez toujours communiquer avec moi, M. Brousseau, Benoît Brousseau, si vous avez des questions supplémentaires à ce sujet. Sinon, dans le petit cercle juste à droite, comme vous pouvez voir, vous pouvez avoir des informations supplémentaires à ce sujet sur le site du BCI, qui est le Bureau de coopération interuniversitaire, qui est constitué finalement là, de recteurs à l'université. Puis c'est les gens, en fait, c'est l'organisme qui a développé la cotère. Donc, si vous allez sur leur site, au www.bci-qc.ca, puis que vous vous rendez dans la section publications, vous avez des documents d'information sur la cotère,
Vous avez même là-dessus les formules mathématiques là, pour ceux que ça intéresserait. Alors, vous pourrez obtenir plus de détails sur le site. Le portail Omnivox, théoriquement, vous le connaissez déjà un petit peu. Au moment où on se parle, tout le monde a normalement créé son compte sur le portail Omnivox. Je vous dirais que le portail Omnivox, ce sera votre meilleur ami tout au long de votre parcours au cégep. À peu près tout ce que vous avez à faire, du moins sur le plan administratif, se fait par le biais du portail Omnivox. C'est par le biais du portail Omnivox que vous allez récupérer votre horaire au mois d'août prochain. C'est par le biais du portail Omnivox que vous pouvez tenter d'apporter des modifications à votre horaire. Il existe une espèce de module là, qui vous propose différents scénarios. Des fois, ce n'est pas possible de modifier l'horaire. Par contre, c'est important de le mentionner. Surtout l'automne prochain, ça risque d'être difficile avec la formule d'enseignement hybride liée à la pandémie. Mais bon, vous avez tout de même l'opportunité d'essayer quelque chose. C'est sur le portail Omnivox également que vous allez retrouver le service de messagerie électronique du cégep. Ce qu'on appelle les MIO. MIO, en fait, c'est l'abréviation pour Messagerie interne Omnivox. C'est notre service de messagerie électronique au cégep. C'est l'équivalent de notre Hotmail ou notre Gmail là, au cégep. Et je vous dirais de consulter sur une base très régulière vos MIO. C'est le moyen qui est priorisé, surtout dans le contexte actuel, encore une fois, avec la pandémie, pour entrer en communication avec les étudiants. Pour les étudiants, c'est le moyen le plus facile aussi. Pour entrer en communication, non seulement avec les gens d'administration du collège, mais également avec les professeurs et les autres étudiants. Donc, un outil fort utile. C'est sur le portail Omnivox qu'on retrouve également le module qu'on appelle l'EA, donc l'environnement enseignant-étudiant. C'est-à-dire, c'est en allant cliquer sur l'EA là, que vous allez pouvoir consulter, vous allez pouvoir voir les différentes notes, les résultats que vous avez obtenus, vos différentes modalités d'évaluation, vos examens pour vos travaux. C'est par le biais de l'EA, très souvent, que les professeurs vont remettre certains documents en version électronique aux étudiants. Donc, important d'aller consulter ça aussi sur une base assez régulière. C'est sur le portail Omnivox aussi que les étudiants sont appelés à faire leur choix de cours à chaque session. C'est important de le mentionner. Hein, quand je dis d'aller consulter souvent vos MIO, à un moment donné, à chaque session, vers le milieu de la session à peu près, vous recevez un MIO qui vous invite à aller payer vos frais pour votre session suivante. Puis, une fois que vous avez payé vos frais, allez vous inscrire à vos cours, c'est-à-dire allez confirmer à quel cours vous allez être inscrit à votre prochaine session. Donc, c'est important de le faire à chaque session, puis c'est important de le faire avant les dates limites que l'on vous donne aussi, parce que sinon, il y a malheureusement des pénalités, des frais de retard. Donc, bien important, consultez régulièrement vos MIO, puis complétez les différentes opérations sur le portail Omnivox. Ce n'est pas écrit sur la diapo, mais vous avez aussi un onglet qui s'appelle « Dossier personnel » dans Omnivox, qui vous permet de changer vos numéros de téléphone, adresse, tout ça. Donc, c'est important de les faire s'il y a des changements pour que nous, si on est appelé à communiquer avec vous pour vous transmettre une information importante, qu'on soit capable de le faire plus facilement. Normalement, ça complétait notre présentation. On a ajouté cette dernière diapo parce que semble-t-il qu'on a reçu un très grand nombre de questions en lien avec l'admission et ce qui va se passer avec la pandémie. On est conscient que des étudiants, au moment de la fermeture des écoles, qui étaient en voie peut-être d'obtenir des échecs pour certains cours. Écoutez, nous, ce qu'on peut vous dire, puis au niveau des directives du ministère actuellement, c'est qu'il n'y a rien qui change pour le cégep, en ce sens que il faut remplir les conditions d'admission. Là, il n'y aura pas d'exception qui va être faite. Par contre, c'est important de rappeler, puis ça, c'est pas lié à la pandémie, c'est comme ça déjà depuis quelques années dans les cégeps. Il est possible d'admettre des étudiants conditionnellement. C'est-à-dire que si arrivé au mois d'août, disons que vous avez été admis au cégep pour la session prochaine, mais que finalement, vous avez échoué une matière, c'est important quand même de savoir que depuis quelques années, il y a de l'admission conditionnelle dans les cégeps. Donc, si vous êtes dans une situation qu'il vous manque 6 unités ou moins pour obtenir votre diplôme d'études secondaires, on peut quand même maintenir votre inscription au cégep pendant une session. Puis à ce moment-là, on vous fait signer un contrat qui vous engage à compléter les unités qu'il vous manque durant votre première session d'études au cégep. Et même un peu plus, en fait. Ça peut aller jusqu'à la date limite d'annulation des cours de la 2e session, ce qui nous amène généralement jusqu'au début du mois de février. Donc, vous avez un petit peu de temps. Mais il faut que vous soyez dans une situation 6 unités ou moins. Et ça, comme je l'explique, ce n'est pas lié à la pandémie. Ça a toujours été comme ça. Ça fait déjà environ une dizaine d'années que c'est comme ça. Donc, c'est la même pratique qui va s'appliquer pour la session d'automne prochaine. S'il vous manque plus de 6 unités, donc 6 unités ou moins, ce que ça veut dire concrètement, règle générale, c'est une matière.
parce que les matières obligatoires pour l'obtention du diplôme d'études secondaires, dans la totalité des cas, si je ne m'abuse, c'est 4 unités ou 6 unités. À titre d'exemple, français de secondaire 5, c'est 6 unités. Histoire de secondaire 4, c'est 4 unités. Fait que normalement, ce que ça signifie, c'est qu'il ne faut pas qu'il vous manque bien plus qu'une matière. Des fois, on va avoir une matière, disons histoire 4 unités, avec des unités à compléter parce que l'étudiant n'a pas atteint le nombre d'unités minimales requis secondaire 4, secondaire 5. C'est des cas un peu plus rares, mais ce qui est à retenir, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse 6 unités. S'il vous manque plus de 6 unités, bien là, malheureusement, vous devez compléter, vous devez être dans une situation qu'il vous manque 6 unités ou moins avant la rentrée. S'il vous manque plus de 6 unités, là, dans ce cas, on va malheureusement devoir annuler votre inscription au cégep. Donc, là, je viens de vous parler des conditions, ce qu'on appelle des conditions générales d'admission de l'obtention du diplôme d'études secondaires, donc ce que ça prend minimalement pour venir étudier au cégep. Ceci dit, pour certains programmes, certains cours bien précis qui sont exigés pour être admis. C'est ce qu'on appelle les cours préalables, comme par exemple pour le programme de sciences de nature. Bien, non seulement ça vous prend un diplôme d'études secondaires, mais ça vous prend aussi le cours de chimie de secondaire 5, de physique de secondaire 5 et un cours de mathématiques de niveau enrichi de secondaire 5. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un préalable. Alors, s'il y a un préalable manquant, même principe, il n'y a rien qui change pour ça non plus. Et ça, malheureusement, on ne peut pas donner une session à l'élève. On peut donner, normalement, ça aussi, le cours préalable doit être complété avant le début des cours. À la limite, on peut aller jusqu'à la date limite d'annulation des cours de la première session, qui est généralement à la mi-septembre. On ne connaît pas les dates actuellement, parce que toutes sortes de scénarios qui sont envisagés actuellement par le ministère de l'Éducation, peut-être d'écourter les sessions d'études pour l'automne prochain, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Normalement, la date limite pour annuler des cours à l'automne, c'est le jour ouvrable qui précède le 20 septembre. Mais là, on ne sait pas trop vers où on se dirige présentement. Donc, ça, je vous invite à être vigilant à votre arrivée au cégep l'automne prochain. Mais donc, bref, pour la question des préalables pour l'admission dans certains programmes, là, on ne peut pas donner une session. Il faut vraiment avoir complété avant le début des cours, je le répète, ou on peut vous donner à peu près 2-3 semaines de plus, jusqu'à la date limite d'annulation des cours, pour le compléter. De toute façon, les gens qui sont dans une situation qui leur manque quelque chose, que ce soit une matière ou des unités pour l'obtention du diplôme d'études secondaires ou un cours préalable pour le maintien dans l'inscription du programme de leur choix, ils vont être convoqués à une rencontre individuelle avec nous au mois d'août, puis on va pouvoir faire une analyse de la situation avec vous. Mais dans le fond, la principale chose qu'il faut retenir ici, c'est qu'il n'y a rien qui change en raison de la pandémie. Il faut remplir les conditions. Puis c'est les mêmes mesures qui s'appliquent en termes d'admission conditionnelle. Si vous avez des questions, écoutez, je sais que c'est allé un peu vite, c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Ma collègue, Mme Caroline Doré et moi-même, Benoît Brousseau, on est là pour répondre à vos questions. On est tous les deux aides pédagogiques individuelles au collège et conseillers en information scolaire. Donc, vous avez les coordonnées. Ici, en fait, c'est les coordonnées de la secrétaire de notre service qui est là pour vous donner un rendez-vous avec nous. Il est possible aussi de nous contacter par le biais de votre portail Omnivox en utilisant la messagerie interne Omnivox, les fameux MIO dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors voilà en gros les informations qui nous apparaissaient intéressantes de vous transmettre en lien avec le cégep, les études collégiales. Sur ce, je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire en espérant qu'on aura l'occasion de se rencontrer en personne au cours de la session d'automne prochaine. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer. Dans le pire des cas, ce sera probablement la session suivante. Alors bref, une bonne rentrée et bienvenue au Cégep de l'Assomption. Bonne première session. Bienvenue au collégial. Au plaisir de vous accueillir cet automne. Bonne rentrée scolaire.